Bonjour, les amateurs de football se souviennent sans doute de l'image de Cantona agressant un spectateur anglais au cours d'un match de foot. Cette image qui a fait le tour du monde peut illustrer en partie le thème de notre émission. Question: pourquoi Cantona a-t-il frappé ce spectateur? Réponse: parce que celui-ci l'avait insulté. Mais est-ce si simple? Cantona n'a-t-il pas en lui une formidable énergie qu'il doit sans cesse défouler dans les stades de football? Deuxième question: pourquoi Cantona a-t-il ce talent de footballeur que je n'ai pas? Parce qu'il a appris ou parce qu'il est né avec un ballon dans la tête ou dans les gènes? Question fort complexe. Nous avons donc eu raison, pour connaissance de la science, d'inviter un neurobiologiste, un psychanalyste, un généticien et un éthologue pour tenter de comprendre nos comportements. Donnez-moi 12 enfants en bonne santé et bien conformés. J'en ferai des spécialistes, juristes, médecins, avocats, artistes et même mendiants et voleurs, sans tenir compte de leurs talents, penchants, tendances, ni même de la race de leurs ancêtres. Ainsi s'exprime, à l'aube des années 20, John B. Watson, père du behaviorisme. Cette théorie du comportement qui ne retient pour analysable que ce qui est observable. Pour Watson, tout tient en deux mots: stimulus, réponse. Ce qui se passe dans le cerveau entre les deux ne l'intéresse pas et se résume à une boîte noire, opaque. Pour mieux comprendre, regardons cette petite scène. La jeune fille mord la main du jeune homme, c'est un stimulus. Le jeune homme gifle la jeune fille, c'est une réponse. Au sujet pensant, au sujet réfléchissant, les behavioristes superposent un sujet hypothétique qui agit par de simples réactions aux stimuli auxquels il est soumis. Les années 60 sonnent le glas du behaviorisme et voient la naissance d'une nouvelle science, le cognitivisme. Les psychologues qui s'en réclament s'avisent qu'entre stimulus et réponse, il y a une boîte finalement plus transparente que noire et qui laisse apparaître des rouages, des engrenages. Pas une idée vraiment neuve, Descartes, la métrie, puis Vaucanson au XVIIIe avait chacun décrit, imaginé et conçu de ces machines qui devaient expliquer le vivant en le reproduisant par les mécanismes mêmes qui le produisent naturellement. C'est ainsi que Vaucanson construisit un canard qui battait des ailes, avalait des graines, les broyait et déféquait. Mais l'ingénieur visionnaire ne s'était pas intéressé au psychique, terrain de jeu privilégié des cognitivistes. Pour eux, le sujet ne se contente pas d'assimiler des données brutes. Il les sélectionne, les met en forme. Il ne s'agit donc plus de constater des faits empiriques, ni de les interpréter, mais d'identifier des fonctions cognitives et de les programmer sur ordinateur afin de les simuler et de les confronter avec des données factuelles. En réaction à cette vision, les neurosciences s'emparent des émotions et leur font la part belle. À son tour, la génétique s'en mêle. L'être humain est-il mu par ses gènes ou par son environnement? Le débat idéologique marque le pas sur le débat scientifique. D'autant que l'éthologie, longtemps contestée, reprend du poil de la bête et questionne notre regard forcément anthropomorphiste. On le savait déjà. Qui veut faire l'ange? Et nous voici rattrapés par 2 millénaires d'animalité refoulée. L'homme a un comportement parfois si singulier qu'il attise notre curiosité. Pour comprendre, qui ne rêverait d'entrer, si j'ose dire, dans l'ordinateur le plus sophistiqué qui soit, le cerveau humain? Eh bien, de ce point de vue, un grand pas a été franchi. Grâce à un procédé nouveau, la découverte est intéressante. Que le cerveau régisse en partie les comportements, on le savait depuis belle lurette. Mais que nos comportements, la manière dont nous réagissons à notre environnement, puissent en retour modeler la physiologie de notre cerveau, voilà qui bouscule quelque peu nos repères. Une révolution dans les neurosciences qui a pu se produire grâce à l'avènement de la caméra à positons. Cet instrument étonnant qui permet de visualiser l'activation des différentes zones de notre matière grise. En fait, cette caméra met en image la consommation de glucose dans nos connexions nerveuses. Au travail, ces connexions consomment du glucose, mais pas au repos. Chez le sujet A, il s'agit d'un sujet témoin, étudié les yeux ouverts. Nous observons que l'avant du cerveau est ici, l'arrière du cerveau est vers le bas et contient les aires visuelles qui apparaissent en rouge puisqu'elles ont été stimulées du fait que le sujet a été étudié les yeux ouverts. Lorsque le même sujet est étudié au repos, les yeux bandés,
nous observons que les mêmes aires ont une consommation de glucose moins élevée qui est comparable au restant du cerveau. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un sujet ayant perdu la vision à l'âge adulte du fait d'un traumatisme oculaire. Et nous observons que les aires visuelles sont au repos et consomment beaucoup moins de sucre que dans le cas d'un sujet voyant. Paradoxalement, lorsqu'on s'intéresse aux non-voyants de naissance, en C, nous observons que la consommation de sucre est paradoxalement très élevée dans les aires visuelles du sujet non-voyant de naissance. Elle atteint un niveau comparable à celui qui est observé chez le témoin étudié les yeux ouverts. Quand on a obtenu le tout premier résultat, à savoir une hyperactivité métabolique dans le cortex occipital, on s'est demandé ce qui se passait. On a cru qu'il y avait une erreur quelque part dans la procédure qu'on avait suivie. Et en fait, on a vérifié ce résultat chez d'autres sujets non-voyants précoces et ça s'est systématiquement reproduit. Il est bien établi que nous naissons avec une surabondance de connexions nerveuses dans le cerveau et qu'au cours des premières années de la vie, une partie de ces connexions nerveuses sera sélectionnée parce qu'elles sont efficaces, alors que d'autres vont dégénérer et disparaître. C'est ainsi que dans le cortex visuel de l'être humain, environ 40% des connexions nerveuses s'éliminent entre l'âge de 8 mois et 11 ans. Nous pensons, mais c'est une hypothèse, que le fait que la consommation de glucose persiste de manière aussi élevée dans le cortex visuel du non-voyant de naissance, qui n'a jamais eu d'influx visuel, constitue le témoignage du fait que la sélection des connexions nerveuses ne s'est peut-être pas faite, ou en tout cas pas de la manière habituelle, du fait de la privation sensorielle précoce. Reste à découvrir ce que signifie cette hyperactivité du cortex visuel des non-voyants. Une des hypothèses des chercheurs de Louvain-la-Neuve est que ces connexions nerveuses, qui ne sont pas impliquées dans les voies visuelles directes et de ce fait s'éliminent chez le sujet voyant, pourraient chez les aveugles créer des afférences entre cortex visuel et cortex auditif. Nous avons peut-être là le témoignage du fait que le cerveau s'adapte tout de même aux conditions d'environnement dans les premières années de la vie et qu'il se construit en quelque sorte en fonction de ce qui lui est demandé. Jean-Didier Vincent, bonjour. Vous êtes neurobiologiste. D'abord, une définition de votre discipline. Oh, la neurobiologie, c'est la biologie du système nerveux. La biologie, c'est l'étude du vivant. Et donc, la neurobiologie, c'est l'étude du système nerveux en marche, si je puis dire. Alors, en quoi la neuroscience peut-elle être une science du comportement? Oh, les sciences du comportement font partie des neurosciences. Les neurosciences, c'est un espèce d'immense champ disciplinaire qui est un mot qui a été utilisé depuis une vingtaine d'années et qui prend la relève de ce qu'on appelait autrefois la physiologie nerveuse ou la neurophysiologie, mais qui s'est enrichi de tout ce qui touche au comportement, à la philosophie même. Il y a une neurophilosophie, il y a la physique, la chimie, enfin c'est une espèce de vaste rassemblement de disciplines qu'on appelle les neurosciences. Alors il y a ce couple diabolique inné-acquis qui alimente la chronique, qui est toujours d'actualité. Vous préférez lui opposer le couple plaisir-souffrance. Pour quelle raison? Je ne lui oppose pas. Je pense que le couple inné-acquis est un couple qui est hors d'usage chez l'homme, parce que l'homme est justement la plus épigénétique, voilà un mot savant. C'est-à-dire que la construction du cerveau de l'homme met 15 ans. Et pendant ces 15 années, le monde extérieur, même le corps propre du sujet, agit d'une façon considérable sur la construction du cerveau et l'expression des gènes. Donc un gène, le génétique par lui-même, tout seul n'a pas de sens. Je dirais qu'on ne peut pas être une bête purement génétique quand on est un homme. Bon, si vous parlez d'un petit ver qu'aiment bien les généticiens, le Caenorhabditis elegans a 1000 cellules. Alors, toutes ces cellules, un ver ressemble à un autre ver, c'est un clone. Alors, on peut dire que la génétique détermine tout. Mais là encore, de toute façon, il y aura déjà une petite influence du milieu, puisque c'est finalement cette influence du milieu qui permet à l'évolution de se produire, donc à ce que nous sommes, d'être devenus ce que nous sommes. Alors, plaisir-souffrance, pour quelle raison? Par contre, plaisir-souffrance, c'est au cœur du fonctionnement du cerveau.
d'un système qui est construit sur l'opposition entre, d'une part, le désir, qui est supporté par le plaisir et le besoin, et d'autre part, la fuite, l'aversion, la souffrance. C'est des couples que j'appelle opposants, c'est-à-dire qui tirent chacun dans leur sens, et qui fait que toutes les informations qui vont au cerveau et tout ce qui sort du cerveau, c'est-à-dire tout ce qui agit le cerveau et ce que le cerveau, sur quoi le cerveau agit, passe à travers ces voies, ce qui fait que toutes nos représentations qui se construisent dans notre cerveau, ce que j'appelle des représentations, où le monde est représenté, où l'image du monde qu'a le sujet est présente dans nos neurones, où nos stratégies d'action sont dans nos neurones, eh bien tout ça s'est construit sous cet éclairage particulier, à travers ce passage particulier que sont les voies de la souffrance et de la douleur. Et vous pensez que cette substitution qui est la vôtre peut faire avancer la théorie du comportement? C'est-à-dire que ça nous éloigne un petit peu des comportements qui seraient régis uniquement par un équilibre, un jeu entre les entrées et les sorties, comme le pensaient les behavioristes, ou simplement un jeu de traitement de l'information, comme le pensent c'est-à-dire de l'informatique, comme le pensent les cognitivistes, pour très simplifier. Cela veut dire que toutes nos représentations du monde et toutes nos capacités d'action sur le monde passent à travers le filtre, le cadre de nos émotions, de notre souffrance et de notre douleur. Nous sommes des êtres doués d'affectivité, ce que n'est jamais un ordinateur. Dans ce schéma que vous dessinez, vous analysez comment l'image que j'ai utilisée tout à l'heure, le Cantona frappant un spectateur anglais? Bien, évidemment, vous pourriez penser que Cantona, ayant été agressé, va répondre par une réponse adaptée, c'est-à-dire frapper celui qui l'a agressé. Ça serait réflexe pratiquement. Mais en réalité, il y a derrière toute cette réponse tout l'état émotionnel particulier de quelqu'un qui vient de perdre un match, de quelqu'un qui est sensible à l'émotion de la foule, qui traîne en plus de tout son histoire, son passé particulier de Cantona, cette émotivité particulière à Cantona qui en fait un être curieux, agressif dans le bon sens du terme, et qui va se trouver à réagir comme ça, à ce moment-là, dans cette situation. Cantona n'est pas un robot, même si quelquefois, en tant que footballeur, il se comporte, ou à l'apparence de se comporter comme un robot parfaitement programmé pour jouer au football. Il est un être de chair, et donc il est un être de souffrance. Merci Jean-Didier Vincent pour ce premier témoignage. Vous resterez avec nous pour une confrontation, un échange avec d'autres scientifiques. Quand le comportement vacille, là ça n'a plus rien à voir évidemment avec Cantona, quand l'homme en perd le contrôle, il existe un moyen d'y remédier, en partie bien sûr, sous forme de pilule. Dans les années 50, la découverte des premiers psychotropes par Henri Laborie va ébranler les murs de l'institution asilaire. Changer la folie, c'est alors le mot d'ordre d'une certaine psychiatrie qui substitue à la camisole traditionnelle ce que certains nomment la camisole chimique. En modifiant les comportements, en soignant les symptômes, on croit du coup guérir. Le hasard, qui a été heureux à une certaine époque, entre 1952 et 1962, en 10 ans, a permis, alors qu'aucune hypothèse neurobiologique ne le laissait prévoir, a permis de découvrir que des médicaments étaient capables d'avoir des actions sur l'anxiété, sur la dépression de l'humeur et sur les délires, en particulier les délires hallucinatoires. Bon, c'est fantastique, c'était la démonstration qu'une action pharmacologique, donc biochimique, pouvait améliorer des manifestations sérieuses de maladie mentale. À partir de ça, on a fait une série de raisonnements. Les raisonnements ont été les suivants. Si des médicaments agissant sur le cerveau peuvent améliorer les symptômes de maladie mentale, c'est qu'ils sont venus corriger un dysfonctionnement cérébral. Premier point. Deuxième hypothèse, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va essayer de comprendre les dysfonctionnements cérébraux qui sont en cause. Comment? En essayant de comprendre comment agissent ces médicaments sur le cerveau. Et actuellement, on a des hypothèses sur les mécanismes d'action. On n'a jamais pu démontrer de manière non équivoque le mode d'action des psychotropes sur le cerveau. Donc, vous voyez que petit à petit, on a bâti des hypothèses sur d'autres hypothèses. Il n'existe aucune maladie mentale dont on connaisse les causes biologiques ou pas biologiques. Et je peux affirmer ça, on est
étant sûr d'être démenti par personne. Aujourd'hui, des nouvelles générations d'anxiolytiques, de neuroleptiques et d'antidépresseurs ont envahi le marché. Le Prozac, prescrit à tour de bras par les médecins généralistes, est censé faire disparaître nos bleus à l'âme. Le troisième millénaire s'annonce comme celui du triomphe de la pharmacologie. On peut imaginer le meilleur des mondes, celui où il existera un médicament pour chaque circonstance de la vie quotidienne. Un monde où l'on oubliera que derrière le symptôme, il y a le sujet, son histoire, son environnement. Pierre Fédida, bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous avez créé le Centre d'études du vivant. Quel est votre sentiment sur cette utilisation des médicaments? À votre avis, est-elle trop importante aujourd'hui? Je crois que c'est un moment où les choses vont se mettre au point. On a eu dans le passé, depuis 1950, de nombreux patients qui se trouvaient être soignés par des médicaments, n'est-ce pas? Et l'usage qui était fait de ces médicaments n'excluait jamais la prise en charge psychothérapique analytique. Avec la nouvelle génération de médicaments, il est vraisemblable que de nouveaux ajustements, et en particulier le souci d'une prescription plus exacte, plus précise, compte tenu de la connaissance que l'on a des mécanismes biochimiques. Une appréciation donc plus exacte est certainement nécessaire. Est-ce que le psychanalyste risque d'être mis au chômage technique un beau jour? Non, je ne crois pas. Vous savez, c'est un vieux débat qui revient chaque fois. L'idée que, par exemple, on va pouvoir soigner toutes les névroses ou je ne sais quoi, n'est-ce pas, avec des médicaments. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pensable, n'est-ce pas? Et même ceux qui seraient les pharmacologues les plus compétents ne soutiendraient certainement pas ce point de vue. Donc vous ne craignez pas, vous, l'émergence d'un nouvel ordre mental où chaque comportement ou dérive de comportement aurait son médicament, sa pilule? Je crois que nous sommes à un moment où il faut se faire une idée de ce que représente cette représentation, ce que représente cette fiction, n'est-ce pas? Cette fiction d'un nouvel ordre mental. Certainement qu'il y a des dangers, et de nombreux rapports ont tiré le signal d'alarme. Certainement qu'il y a un risque qui peut être celui de prescription systématique, voire même d'autoprescription dans une certaine mesure. Mais je crois que dans la culture, il y a des réponses qui surviennent au moment où quelque chose tente à se présenter comme de l'ordre d'une fiction. Centre d'études du vivant, ai-je dit, vous l'avez créé, vous y faites quoi? Quel est l'échange avec des collègues d'autres disciplines? Le souci était pour la création de ce centre, surtout de voir des biologistes et des médecins, notamment dans toute la perspective des biotechnologies, de voir comment, sur certains sujets, sur certaines problématiques, comment il était souhaitable d'avoir une collaboration réflexive avec les sciences de l'homme. Vous avez entendu Jean-Didier Vincent tout à l'heure opposer les notions de plaisir-souffrance à celles d'inné et d'acquis, mais il est vrai que ces deux termes, inné et acquis, alimentent énormément la chronique en ce moment, donc il est utile que l'on s'y attarde. Existe-t-il un gène de l'alcoolisme, de la dépression, de l'agression ou de l'homosexualité? La génétique du comportement, cette fille turbulente de la biologie, a ranimé depuis quelques années un débat qu'on croyait clos. L'offensive a été lancée par des chercheurs américains qui, en 1991, prétendent détenir la preuve irréfutable des causes génétiques de l'homosexualité. Ces hypothèses s'appuient sur deux types d'expérimentation. La première, dite des jumeaux, consiste à comparer des vrais jumeaux monozygotes, issus d'un seul œuf, à des faux jumeaux ou dizygotes, issus, eux, de deux œufs différents. Prenons une paire de vrais jumeaux et une paire de faux, et testons-les sur des comportements d'agression, par exemple. Si les deux vrais jumeaux présentent des comportements d'agression qu'on ne retrouve que chez l'un des faux jumeaux, on peut émettre l'hypothèse que les causes de ce comportement pourraient être génétiques. Si on étend ce test à un grand nombre de paires de jumeaux et que les résultats se répètent, on peut alors en conclure que les causes de ce comportement sont bien génétiques et chercher à identifier ce gène. Mais voilà, 1 plus 1 ne font pas 1.
même lorsqu'il s'agit de vrais jumeaux. C'est ce que s'attachent à démontrer les chercheurs de ce laboratoire de génétique du comportement du CNRS. Les vrais jumeaux peuvent avoir une différence dans leur environnement prénatal. En fait, au moment des 9 mois de grossesse, ils peuvent être soit dans une poche, donc un placenta, c'est ce qu'on appelle un chorion, monochorionique, ils sont enveloppés d'un seul chorion, soit dans 2 poches, ils sont dichorioniques, ils sont enveloppés chacun d'un chorion. Donc en fait, le groupe des monozygotes est hétérogène, et je fais la distinction entre ces vrais jumeaux monochorioniques et ces vrais jumeaux dichorioniques, qui n'ont pas le même environnement prénatal. Sur nos 2 groupes de jumeaux, on leur a fait passer une évaluation. Et par exemple, sur le test des cubes du Whisker, donc qui est un test très connu, on trouve que les monochorioniques se ressemblent plus dans leurs résultats à l'intérieur de la paire que les dichorioniques. Donc maintenant, je te donne 5 cubes en plus, d'accord? C'est toujours les mêmes. Tu as 9 cubes. Et tu dois faire ce dessin-là. Vas-y. On est peu d'équipes à travers le monde à travailler justement à dire ces vrais jumeaux sont différents. Déjà dès la base parce qu'ils ont une vie utérine qui est différente. Les gens qui travaillent sur les vrais jumeaux et les faux jumeaux ne veulent pas intégrer nos résultats. Font comme si nos résultats n'existaient pas. Pourquoi ces résistances? Comment vous les analysez? Ça remet leur méthodologie complètement en cause. En fait, on leur montre qu'ils travaillent sur des groupes qui ne sont pas comparables. Donc on remet leur travail en cause et ils préfèrent ne pas en tenir compte. La seconde méthode sur laquelle s'appuie la génétique du comportement est la recherche de possibles mutations génétiques chez les membres d'une même famille. Utilisée depuis longtemps chez les souris, cette méthode est désormais étendue aux humains. En ce qui concerne les gènes de l'agression, enfin des différences dans l'agression chez les êtres humains et en particulier chez les hommes, il y a un travail qui a été publié il y a maintenant à peu près 1 an et demi, qui est une équipe des Pays-Bas, qui montrait que dans une famille étendue, qui comprenait plusieurs générations, des collatéraux, il y avait un certain nombre d'hommes qui montraient, qui avaient des comportements impulsifs de type agressif et qui avaient aussi une mutation très spécifique située sur le chromosome X. Depuis, on n'a pas pu mettre en évidence ce même gène dans d'autres familles où il y a des comportements d'agression chez différents hommes. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, il est impensable d'avoir une vision déterminisme de la génétique. Sauf cas rarissime, un gène va s'exprimer dans un certain environnement et donc des individus porteurs du même patrimoine génétique vont exprimer des phénotypes différents. Alors, dépasser le débat inné-acquis? Simpliste en tout cas, face à la complexité du vivant qu'explore tantôt patiemment, tantôt imprudemment la science. Bonjour Marc Abramowitz, vous êtes généticien médical à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Généticien médical, racontez-moi votre journée. Eh bien, je suis médecin, je m'occupe de patients qui présentent des maladies héréditaires. Quand il s'agit de maladies très graves, dès très tôt dans la vie, je m'occupe surtout de leurs apparentés, leurs parents, leurs cousins, leurs oncles et tantes qui ont un risque d'avoir des enfants atteints de la même maladie et qui veulent peut-être un diagnostic anténatal, après précision de ce risque. Quand il s'agit de maladies à début plus tardif, et là je pense à certains cancers ou à des maladies où le cerveau dégénère de façon familiale, j'essaie de préciser le risque pour des personnes qui n'ont pas encore de symptômes de développer ces maladies. Alors quel est votre sentiment sur ce débat inné-acquis? Est-ce qu'il vous paraît dépassé, simpliste comme on l'a entendu? Non, je pense qu'il reste vrai, mais je pense que dans le domaine du comportement en particulier, les choses sont complexes et en effet, il faut éviter d'avoir des approches trop réductionnistes. Et par exemple, en effet, lorsqu'on entend parler du gène de l'alcoolisme ou du gène de l'homosexualité, il faut rester très prudent. C'est un abus de langage, ça n'est pas vrai. Ce qu'on a pu isoler, ce sont des gènes qui prédisposent à un comportement, mais qui ne sont ni nécessaires ni suffisants pour le conditionner.
Ce qui ne veut pas dire que ces gènes sont d'un intérêt limité en recherche fondamentale. Mais quand des chercheurs affirment, et ça a été fait aux États-Unis notamment, qu'il existe un gène de l'homosexualité, à votre avis, ils vont trop loin? Là encore, je crois que dans la population générale, pour chacun d'entre nous, ça va effectivement beaucoup trop loin. Il est certain, il est très probable, les études sur le jumeau, qui restent des études valables, montrent, et qui sont très convaincantes, et montrent qu'il y a une base génétique à notre comportement, c'est certain. Et moi qui m'occupe de la structure des gènes, d'essayer de comprendre comment le programme génétique s'exprime et comment des changements dans ce programme peuvent modifier son expression, oui, je crois très fort que ça c'est une réalité. Mais ça reste limité sur deux choses. D'abord, un comportement comme l'homosexualité, sa base génétique n'est pas limitée à un gène. Il existe très probablement de nombreux gènes qui, ensemble, doivent concourir à favoriser ce comportement. Et donc, l'un de ces gènes peut être sorti du contexte dans de certaines conditions et prendre une importance importante, comme dans ces quelques familles anecdotiques, mais n'aura pas cette importance dans la population générale. Est-ce que vous pensez, comme Daniel Cohen, que la génétique des comportements est vouée au fiasco? Peut-être pas au fiasco, mais de nouveau, je pense effectivement qu'on n'aura pas un modèle déterministe. Je ne pense pas qu'on va pouvoir prédire ce qui va se passer dans la tête de quelqu'un à un moment donné. Et pour le comportement, en effet, la base génétique existe. Le reste, les facteurs non génétiques sont essentiels, comme l'éducation, et aussi sans doute une petite part de hasard. Donc le généticien que vous êtes ne veut pas faire abstraction de l'environnement social, de l'environnement humain dans lequel on se trouve? Certainement pas. Merci. Alors je vous demande aussi de rester avec nous. Vous participez à la conversation finale entre les 4 disciplines. Vous avez bien compris qu'on a un petit peu progressé dans l'étude de nos comportements grâce aux neurobiologistes, grâce aux psychanalystes, grâce aux généticiens et grâce aussi à l'éthologue qui observe l'animal pour mieux nous comprendre. Mimique chez le singe. Sourire chez l'homme. La ressemblance est évidente et grande la tentation d'anthropomorphisme. On aurait pu en rester là, mais dans les années 20, l'Autrichien Konrad Lorenz pose les bases d'une nouvelle science des comportements, l'éthologie. Cette science est avant tout une méthode de description des êtres vivants, animaux ou humains, dans leur milieu naturel. Rien de bien neuf, sauf que l'éthologie replace ces comportements au sein de l'histoire de l'évolution. Reprenons notre exemple de départ. Ce qui intéresse l'éthologue, ce n'est pas le mimétisme entre le primate et l'homme, mais, en remontant la chaîne des espèces, de chercher si à l'origine de ce sourire et de cette mimique, il y a un comportement social unique qui aurait évolué différemment chez les deux espèces. L'intérêt de ces recherches est de comprendre ce qui fait que des comportements sont sélectionnés au cours de l'évolution, ou ne le sont pas. À partir des années 75, l'éthologie, à travers l'un de ses avatars, la sociobiologie, franchit un nouveau pas. Les comportements humains, comme les comportements animaux, ne serviraient qu'à la propagation des gènes. Et du coup, les comportements sociaux pourraient être, eux aussi, génétiquement codés. Un pavé dans la mare des environnementalistes et une hypothèse qui soulève, une fois de plus, la question du déterminisme et de la liberté. Bonjour Claude Baudouin, vous êtes professeur d'éthologie à Villetaneuse. Alors il n'est jamais inutile de répéter, c'est bon pour la pédagogie. Éthologie, à ne pas confondre avec ethnologie. Alors dites-nous un petit peu ce que vous faites. Oui, absolument. Donc l'éthologue étudie les comportements animaux et humains tels qu'il peut les observer dans leur milieu habituel de vie, à un moment donné de leur histoire individuelle et en prenant en compte tout leur historique évolutif. Alors en quoi l'étude de l'animal, et lequel, peut-il vous aider à mieux m'étudier? L'étude du comportement animal peut permettre, dans certains cas, de développer de nouveaux modèles ou de nouveaux concepts. J'en prendrai comme exemple celui le concept d'empreinte, qui est un mécanisme par lequel un jeune oiseau, par exemple, ce sont les travaux de Lorenz, déjà ancien, s'attache à son parent et apprend à le connaître. Et ce processus d'imprégnation a des effets à long terme sur le comportement ou les comportements de l'adulte. Et ce concept, on a essayé de l'appliquer à différentes espèces, y compris à l'espèce humaine. On s'est aperçu que ce n'était pas aussi simple que ça et on a été conduit à développer un nouveau concept, celui d'attachement. Et dans
l'élaboration de ce nouveau concept, les éthologues, les psychologues des animaux et les psychanalystes ont participé, ont apporté leur contribution. Il arrive parfois que l'on compare la violence humaine avec la violence animale. Est-ce que, et effectivement, il y a eu les études de Lorenz et d'autres éthologues, est-ce que de ce point de vue, vous avez progressé? Oui, déjà, on ne parlera pas de violence animale dans la mesure où l'animal a des comportements agonistiques, c'est-à-dire des comportements à la fois offensifs et d'autres défensifs, qui lui permettent de s'adapter à son environnement social et de vivre pour un individu dans un groupe parfaitement équilibré, parfaitement dynamique et, entre guillemets, bien représentatif de ce que les autres individus de son espèce font ou peuvent présenter. Plus concrètement, est-ce que l'étude du comportement du babouin peut vous aider à mieux comprendre le comportement de l'homme, le babouin parfois violent avec d'autres babouins? Si on évite la perspective anthropomorphique ou zoomorphique, c'est-à-dire si on ne prête pas à l'animal ce qu'on connaît de l'homme, si on ne prend pas de l'animal les explications les plus simplistes pour les appliquer à l'homme, bien sûr que des études comparatives peuvent être tout à fait éclairantes. Alors, l'éthologie a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la sociobiologie. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ou à définir ce terme? Très rapidement, la sociobiologie, c'est un courant des sciences biologiques du comportement qui essaie de comprendre comment des facteurs génétiques permettent de sélectionner des comportements, et notamment des comportements sociaux, au cours de l'évolution. Et c'est une théorie, celle de Hamilton, qui, en 1964, a permis de répondre à cette question à propos des insectes sociaux. Et bien sûr, si ce modèle colle parfaitement pour expliquer les comportements altruistes, par exemple, ou la répartition des rôles, notamment liés à la reproduction chez les insectes sociaux, l'application ou le transfert immédiat n'est pas possible très facilement chez l'homme. Néanmoins, c'est une approche qui permet de poser des hypothèses, et en tant que scientifique, j'aime bien tous les modèles qui permettent de poser des hypothèses et ensuite de les tester. Merci, vous restez avec nous parce que nos autres invités vont nous rejoindre. On passe à la dernière partie de cette émission de connaissance de la science et on va le faire sous une forme très précise. Nous avons choisi d'extraire une scène d'un film de fiction de Laurence Ferreira et il est question de comportement. Le comportement d'une jeune fille qui souffre d'un dépit amoureux et qui va se conduire d'une manière extrême. Cela servira en quelque sorte de travail pratique à nos invités. Non, ça va pas du tout. Je suis très malheureuse. Alors c'est ça? Elle est parfaite, hein? Vraiment, c'est le vide total. Martine. Le néant. Martine. C'est pas une chose, on passe à travers. Calme. Hein? Martine, calme-toi. Je suis très très calme là, hein? Je parlais d'elle. Je suis très, très calme. Vous avez l'air bien tous les deux, vous avez l'air heureux, hein? Et un peu écœurant même à voir. Non, tu vas pas te barrer comme ça, c'est trop facile. Comment tu peux me préférer cette pétasse avec sa gueule de raie, hein? Tu devrais lui dire que de mettre des jeans qui rentrent dans le cul, c'est vulgaire. C'est vraiment, mais vulgaire. Arrête-moi, dis-moi quelque chose. Dis-moi. Dis-moi quelque chose. Remonte-la, Martine. Je t'aime plus, c'est tout. Il n'y a rien à dire, je t'aime plus. Rien à dire. Pourquoi il n'y aurait plus rien à dire? Moi, j'ai encore plein de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Si, ne me touche pas. Ne me touche pas, laisse.
grande violence. Hein. Alors, comment Jean-Didier Vincent, comment le neurobiologiste observe-t-il ce comportement et l'analyse-t-il? Vous savez, si on devait juger nos comportements en fonction des neurotransmetteurs qui sont là-dessous, ce serait assez décevant parce que c'est pratiquement toujours les mêmes qui servent. Alors, dopamine, sérotonine, des couples qui tirent un peu en sens inverse. Non, ce que je vois là, c'est l'illustration de ce dont je vous parlais au début, c'est-à-dire les processus opposants. Ce jeune homme, pour cette jeune fille, c'est l'objet de désir absolu. Elle est attachée à lui, elle a besoin de lui, elle est en état de manque, elle le désire. Puis tout d'un coup, sa drogue, sa source de plaisir disparaît et elle est un peu comme le drogué, comme celui qui est en état d'addiction, comme on dit, qui tout d'un coup n'a plus la possibilité de satisfaire son désir et qui se trouve dans cet état qui est vraiment sous-tendu par des processus dans le cerveau qui déclenchent toute une série de réactions assez difficiles à contrôler, qui mettent en jeu les systèmes sympathiques, etc. Je pourrais vous assaisonner tout ça de neurotransmetteurs et voilà, le comportement va se dérouler un petit peu avec toute sa violence et toute sa souffrance, parce que derrière cette violence, évidemment, il y a de la souffrance et les choses vont après peut-être se stabiliser, il va y avoir un nouvel objet de désir et on fonctionne comme ça sur ce couple du plaisir et de la souffrance, de la frustration, du manque. Bon, ceci est un peu réducteur, les comportements sont quelquefois plus complexes, la souffrance est quelquefois moins apparente et les représentations, l'imaginaire sont quelquefois le siège unique de cette violence et de ces oppositions. Ça se passe un peu plus haut dans le cerveau, mais c'est toujours nos neurotransmetteurs fondamentaux de base qui sont impliqués et en cela nous ne distinguons pas beaucoup du rat, mais c'est tellement plus compliqué quand même pour nous. Parce que, un pas sur votre territoire, celui de l'éthologue. Le regard du psychanalyste sur cette séquence qui a fait Dida. Oui, mais le psychanalyste, je crois, réagirait comme n'importe qui, c'est-à-dire qu'il n'a pas nécessairement des choses à observer dans cette séquence, si ce n'est plus du côté de la détresse, plus du côté de ces états absolus d'angoisse, n'est-ce pas? Le psychanalyste, en fait, recevra, mettons, dans le temps d'après, le récit de la scène. La personne viendra raconter, parlera, n'est-ce pas, dans sa séance, de ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on pourrait certainement observer en retour des déplacements. On pourrait observer des accès émotionnels qui ne se jouent pas nécessairement là où on croit qu'ils peuvent se jouer. Par exemple, qu'est-ce qui est le rapport de cette jeune femme à l'autre jeune femme? Quelle est précisément la place que joue ici cette, on pourrait dire, une homosexualité latente ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce que peut représenter le moment du hurlement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce hurlement, n'est-ce pas? D'où vient-il? À quoi s'associe-t-il? Qu'est-ce que peut être aussi le moment où la glace est brisée, enfin le verre est brisé, n'est-ce pas, à la fin de la séquence? Donc, dans le récit lui-même, il y aura un comportement, certainement. Ce comportement porte avec lui dans le récit d'autres éléments qui ne sont pas dans l'image. Et cela fait dire, en effet, que l'analyste observe peu de comportements, sauf ce qu'il observe à l'intérieur du langage. D'un mot. Là, le neurobiologiste et le psychanalyste se rejoignent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les neurobiologistes s'intéressent peu au déroulement actuel, en quelque sorte, du comportement. Ce qui nous intéresse, en fin de compte, c'est l'histoire. Ce que ne montre pas, justement, le film, c'est comment, à ce moment-là, se produit ce comportement et pourquoi il a cette violence, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et peu intéressant par rapport à ce qui s'est passé avant, à comment le cerveau a construit ses modes de réaction et pourquoi tel objet, tout d'un coup, a déclenché cette séquence comportementale qui, finalement, est assez banale. Alors, question aux généticiens, pourrions-nous dire qu'il pourrait exister un gène de la jalousie? Ça, je ne crois pas, non, sûrement pas. Il s'est passé plein de choses dans la tête de cette jeune femme qui agresse sa rivale. Il s'est passé toute une chimie qui, bien sûr, est sous-tendue par tout un appareil qui est encodé par des gènes. Et donc, on peut facilement imaginer que si cette femme avait eu d'autres formes de gènes, elle aurait pu avoir un comportement différent. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle aurait pu échapper à l'effet de ces gènes, que la chimie telle qu'elle s'est passée dans son cerveau maintenant dépend aussi d'autres facteurs qui sont accumulés au cours des années. Et donc, je pense que on ne pourra jamais prédire sur la base et des gènes, si on pouvait les connaître tous, et de toute l'histoire extra-génétique d'une patiente, si elle va ou non briser cette glace, personne ne pourra vous dire cela.
Est-ce que l'observation de l'animal peut vous aider à mieux comprendre les ressorts de son attitude, les ressorts profonds? Moi, je pense que vous m'interrogez moi, donc je répondrai par rapport à cette séquence qui concerne le comportement humain. Jean-Didier Vincent a cité le rat tout à l'heure. Oui, mais si effectivement on rentre dans l'étude des mécanismes, on va trouver des mécanismes communs. Et l'éthologiste va aussi s'intéresser à l'histoire. Qu'est-ce qui peut permettre de comprendre qu'à ce moment-là, ces passions se soient exprimées sous cette forme-là. Mais déjà avant, je vais, par la simple observation du comportement, et pour moi, j'ai vu là toute une chorégraphie des regards, des postures dans l'espace, qui me renseignent sur le côté très fort des interactions avec des comportements d'agression, des comportements d'auto-agression, et qui renvoient effectivement à un sens. Et ce sens, ensuite, il faut l'analyser en fonction d'autres éléments d'information qui ne sont pas présentes dans la situation. Et là, la comparaison avec d'autres situations identiques, avec la connaissance des individus, de leur histoire, tout ça, ça va me permettre effectivement d'interpréter la situation. Alors Jean-Didier Vincent, vous avez dit scène banale, mais imaginons, on est dans l'imaginaire évidemment, dans la fiction, que cette jeune fille qui s'appelle Martine dans le film aille jusqu'au bout de son comportement extrême, c'est-à-dire qu'elle soit très violente à l'égard de ce garçon qui ne l'aime plus, ou très violente à son propre égard, parce qu'elle tente, pas de se suicider, mais enfin, il y a cette justement violence contre la vitre. On la laisse entendre. Voilà. On peut y remédier comment? Je ne sais pas si on peut y remédier, dans la mesure où, bien entendu, il y aura des thérapeutiques comportementales, mais on ne sera plus dans la situation où la chose se produit. C'est-à-dire qu'on agit toujours en retardement ou par anticipation. Je vous racontais l'histoire de cette famille de Hollandais qui intéresse beaucoup les généticiens, parce que l'arrière-grand-père a tué l'arrière-grand-mère, parce que il y a eu ensuite toute une génération où la moitié était en prison, où les parents actuels, il y en a un au bagne, un autre, etc. Bon, il se trouve qu'ils ont un déficit génétique qui porte sur un enzyme particulier, l'enzyme particulier qu'on appelle la monoaminoxydase, qui sert à l'utilisation dans le cerveau d'un neurotransmetteur qui est impliqué dans les conduites d'agression, qu'on appelle la sérotonine. Je vous en ai déjà parlé. Bon, quand il y a un déficit dans le traitement de cette enzyme, bon, ces structures-là fonctionnent mal. Mais on a trouvé qu'il y avait aussi un déficit de ce neurotransmetteur dans le cerveau, quand on a pu l'étudier ou quand on a fait des études comparatives, des suicidés. C'est une étude qui a été faite en Suède. Donc les gens qui ont une agression qui est dirigée contre eux-mêmes ont un trouble qui porte un peu sur le même neurotransmetteur que des gens qui sont des délinquants, des violents et qui ont un passé de criminels. Alors, de là à parler d'un gène du crime ou d'un gène de l'auto-agression, vous comprenez, il y a un pas qu'on ne peut pas franchir, car bien entendu, peut-être ici, autour de cette table, y a-t-il un d'entre nous qui a le même déficit génétique. Et tout ça, c'est l'histoire qui, dans des circonstances particulières, va déterminer l'insuffisance génétique ou l'anomalie génétique de ce sujet. Mais il faut faire très attention, et je crois qu'on ne le dira jamais assez, combien ce marquage génétique des comportements et des individus est dangereux, car finalement cette génétique vous met presque à l'abri de toute responsabilité. Aujourd'hui, on dit que la génétique lave plus blanc, ce qui veut dire qu'en fin de compte, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mes gènes. On pourrait dire que cette jeune femme, si elle a brisé la devanture de ce monsieur, c'est ses gènes qui sont coupables. Il n'y a plus de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a une désubjectivation de l'individu qui est, à mon avis, extrêmement dangereux pour la société, pour son évolution. Donc les uns et les autres, vous restez très prudents dans cette évaluation de l'inné, de l'acquis ou du plaisir et de la souffrance. Plus que prudent même, volontiers agressif et sans sérotonine contre cette position du tout génétique qui arrange les assureurs, qui arrange quelquefois les juges et les avocats, mais qui n'arrange pas la société, à mon avis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'acquiesce complètement à ce que dit Jean-Didier Vincent. Je crois, n'est-ce pas, qu'il y a actuellement une tentative, pourrait-on dire idéologique, de vouloir faire porter à la génétique des responsabilités que les généticiens biologistes n'ont pas l'intention de porter, n'est-ce pas? Et je ne pense pas, pour ma part, que ce qu'on peut appeler l'analyse des fantasmes, des scénarios inconscients, la violence dans ce film, la violence de ces scénarios qui font qu'à tel moment, la personne est en fait en présence d'une violence intérieure considérable,
je ne pense pas que cela puisse donner lieu à une explication génétique. Oui, moi, je voudrais aussi ajouter, tout à fait d'accord avec vous, que les gènes qui ont été isolés dans ces quelques familles, à partir de l'observation de ces quelques familles très particulières, on peut dire deux choses. Ils sont de peu d'intérêt dans le déterminisme de leur comportement pour nous dans la rue en général. Mais en même temps, ils sont d'un énorme intérêt fondamental pour comprendre l'ensemble des interactions dans lesquelles ils prennent part, autant pour comprendre à partir d'un autre bout de la lorgnette, qui est le gène plutôt que le comportement, mais aussi pour, par exemple, intervenir à ce niveau-là, en trouvant un nouveau médicament qui y joue. Et je pense qu'il n'est pas antithétique de dire que ce gène a d'un énorme intérêt en recherche et en compréhension de la physiologie de tout le monde, mais que directement sa modification ne permet pas de faire des prédictions chez tout le monde. Voilà, les uns ou les autres, vous ne vous contentez pas de parler, vous écrivez aussi, vous avez écrit, vous écrivez et vous continuerez d'écrire. Revue de presse. La chair et le diable de Jean-Didier Vincent. Après Biologie des passions et Casanova, Jean-Didier Vincent, à travers la figure emblématique du diable, nous parle ici de sexe, de vie et de mort. Le point de vue d'un biologiste doublé d'un superbe écrivain, chez Odile Jacob. Les sciences cognitives de Jean-Gabriel Ganassia. L'auteur, informaticien et philosophe, tente ici de renouer un dialogue entre sciences de l'information, sciences du vivant et sciences de l'homme, dans la collection Domino, chez Flammarion. L'erreur de Descartes, d'Antonio Damasio. Le cerveau qui pense, qui calcule, qui décide, n'est pas autre chose que celui qui rit, pleure, aime, éprouve du plaisir. Le neuropsychologue américain part en guerre contre le vieux dualisme cartésien, chez Odile Jacob. Revue internationale de psychopathologie, dirigée par Pierre Fédida et Daniel Vidlechet, la 21e livraison de cette revue est consacrée aux médicaments de l'esprit, avec des contributions d'ethnologues, de psychiatres, de philosophes et de psychanalystes, chez PUF. La sagesse des gènes de Christopher Wills. Ce livre retrace des milliards d'années de vie et nous montre comment la sagesse accumulée de la machinerie génétique a tout modelé dans l'univers du vivant. Dans la collection Champs chez Flammarion. Les nourritures affectives de Boris Cyrulnik. À quoi rêvent les fœtus? Pourquoi tombons-nous amoureux? À quoi servent les rituels? Voici quelques-unes des questions abordées par l'éthologue dans ce livre qui examine les pathologies affectives de nos sociétés, chez Odile Jacob. Sciences humaines consacre son numéro 54 à l'inné et l'acquis. Une revue exemplaire d'intelligence et de clarté et un dossier précis et détaillé pour faire le point sur un débat sans cesse réactualisé. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un gène de l'écriture en un mot, Jean-Didier Vincent? Non, je ne pense pas, non. Voilà, réponse brève, évidemment 52 minutes sur le comportement, c'est si peu, ça doit être frustrant. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir dans cette émission Connaissance de la science diffusée sur TV5. Merci messieurs, au revoir.